Bonjour, c'est le Sharp 14. Bonjour Sandrine. Bonjour tout le monde. Tu sais que j'aime bien aller voir comment ça se passe un peu partout dans le monde et à la faveur du transfert de Pokémon Go à un fonds saoudien, je voudrais Ouais. parler des ambitions de l'Arabie Saoudite et en termes de gaming e-sport et en termes d'IA. Ah bah c'est bien. Alors moi je suis sur un sujet qui est aussi un sujet tech, mais un sujet plus large sur l'usage effectivement de l'IA dans le cinéma, au travers du lancement de Moon Valley, qui est un modèle de vidéo, fondation de vidéo, qui est un peu différent pour les raisons qu'on va voir. Et puis ensuite on aura nos deux petits sujets. Donc Moon Valley, d'abord il faut comprendre ce que c'est. C'est un modèle de fondation de vidéo, donc quelque part une verticale à l'intérieur de l'intelligence artificielle. C'est pas comme les LLM qui ont l'ambition de tout couvrir. C'est vraiment un concurrent de Sora, de VO et de beaucoup d'autres modèles. Alors concrètement, ils ont été lancés il y a un an. Ils étaient plutôt connus pour l'animation. Et donc là, c'est la bande-annonce qu'ils ont sortie pour le lancement de leur nouveau modèle qui s'appelle Marais, du nom du cinéaste français qui a inventé la technologie, une partie de la technologie du cinéma qui s'appelait Marais. Je crois que c'était Jules Marais. Donc là, ça m'a l'air de rien, mais en fait, quand on le regarde, et en particulier quand on va sur le site, il y a une qualité dans la définition de l'image qui est professionnelle en vérité, puisqu'ils ambitionnent de faire de la haute définition. Et ça change tout, parce que tout ce qu'on voit habituellement en vidéo générative, ça n'est pas de la haute définition, c'est de la basse définition. C'est très très bien sur les réseaux sociaux, mais ça ne supporte pas du tout la projection sur un écran géant. Voilà, le grand écran et la qualité qui est nécessaire. Ça pixelise de tous les côtés, et ainsi de suite. Donc tout ce qu'on voit avec tous les gens qui nous expliquent que ça va tout révolutionner, en fait, c'est parce qu'ils n'ont jamais vraiment fait de cinéma dans des grandes salles ou dans des grands studios. Et donc, une des caractéristiques, on le voit là, ça a été l'animation. Et il faut voir un peu ce que c'était il y a un an. Moon Valley, c'était surtout connu pour cette capacité à faire de l'animation. Il y a des sujets, il y a plein de sujets, il y a plein de tutos qui existent. Bah là, c'est les premiers tutos où justement ils montraient la consistency, donc la consistance des personnages. Donc ils ont demandé de créer une jeune femme qui boit un café. Enfin, en un an, c'est très long pour. Ah bah oui, ça c'est évolue très devenu. rapidement. Ouais. Voilà, c'est devenu presque banal aujourd'hui. Bah là, on voit comment à l'époque, c'était quand même très important cette histoire, puisqu'on peut rajouter maintenant changer le décor. Hein. C'est important parce que c'est le fond de leur culture et on définit les différentes caractéristiques de l'image. Et puis on lui attribue un nom et hop, voilà, ça reprend le même personnage dans un décor différent. Et là aujourd'hui, c'est complètement banal, mais c'était important au début du développement de l'IA. Et puis après, on lui rajoute des lunettes. Et du coup, c'est toujours à peu près le même personnage. Il y a une couleur IA qu'on reconnaît tout de suite, Absolument. mais par rapport au clip que tu as montré, là, on est vraiment dans la cinématographie complète. Donc en un an, ils ont fait un gros boulot. Ils ont fait un effort considérable qui est très bien raconté dans une interview qu'a donné le CEO de la boîte, qu'il a donné à Charlie Fink, qui est un des grands experts tout-terrain de l'IA, de la réalité virtuelle, qui a un podcast qui est peut-être le meilleur du américain. En tout cas, Charlie Fink est passionné par ces questions parce qu'il vient de l'IA. Et c'est lui donc qui interroge Naïm Talukdar, qui est le CEO de Moon Valley. Et il commence tout de suite par lui demander mais à quoi ça sert ce truc. Gap developing between the consumer grade, low resolution, needing to be upscaled. But it sounds like you're suggesting a system that Eux, ils veulent faire un produit pour les pros. Upscaled, high resolution. D'ailleurs, il a une tête de pro du cinéma tout de suite. That's right. I think upscale, that's a great call out because all of the models today are exactly that, as like you're rendering at maybe 480 or 720, and then, Donc, pas de la you're haute running def. an upscaler. And of course, you can't use that in production. Donc, pour faire de la prod, ça marche pas. Upscaler AI makes lots of mistakes too. Exactly. Yeah, you have two lines of failure. Exactly. That's exactly it. And so ça passe pas le test yeah, de la we'll production be professionnelle. having a fairly significant launch very soon. We've been working on our core foundational model for the last several months. There's a number of pieces that are going to kind of go into that, but
a big part of it is HD and being Voilà, able to la haute generate définition. naturally and natively in at least 1080p and you know, into 4K and 8K Donc pour la eventually. 4K. So definitely that's a big part of it. And then Et of ça, course il you l'annonce add pas in du the tout sur le controls, site. the artifacts, the hallucinations, all of those need to be controlled as Et well. tout un travail Ouais. en plus sur un modèle qui soit avec des contenus qui ont nourri, qui sont sous licence. D'accord. Donc Donc les droits sont clearés tous les droits et sont c'est clearés. là-dessus qu'ils basent leur marketing plutôt que Voilà, sur des que sur performances techniques, alors qu'elles sont voilà. là. Alors qu'elles sont là. Donc ça, c'est super Mm. intéressant parce que quand on va sur le site, en fait, ils sont très prudents. Donc c'est vraiment quelque chose de très pensé. Ils vont avoir un discours pour les professionnels. Donc là, on se rend vite compte qu'on travaille avec des pros du cinéma, des effets spéciaux. Ils se positionnent comme le futur du CGI, là où il y a un énorme marché donc, de tous les effets spéciaux, Computer Generated Image, qui est utilisé aujourd'hui partout dans l'animation, mais aussi dans les effets spéciaux. Et en fait, ils sont la future Craft High Definition Generative Video, avec un modèle qui est construit sur clean, fully licensed data, sourced from creators. Donc la messe est dite, on n'est pas chez des voleurs, on n'est pas chez des GAFAM, et même on n'est pas chez OpenAI, on n'est pas chez VO2. On est avec des choses qui ont été faites avec les pros, et il a un discours qui est très clair, il dit, je ne vais pas piquer le travail de gens avec lesquels j'ai envie de bosser. Hein. Donc, et Marais, voilà, entirely and fully licensed and clean data. Voilà, ça c'est leur positionnement. Et donc ça veut dire que eux, ils savent qu'il y a un marché. Et donc, ils ont tout de suite identifié ce qu'il appelle la contrôlabilité. Quand on travaille sur un contenu, on sait ce qu'on veut faire. On n'est pas là en train d'espérer un accident. Dynamic motion, prompt adhérence. Je dis un truc, je veux que ça corresponde à ce que j'ai. Layout control, je vérifie la qualité des images. Et quand on regarde le détail des images qui sont proposées, c'est des images avec plusieurs niveaux, par exemple. Ça, c'est des trucs, des techniques d'effets spéciaux. Je veux des poissons bleus, je veux pas n'importe quel poisson bleu, je veux ce poisson bleu. Et ensuite, il apparaît dans tel décor, dans tel aquarium, avec de la profondeur de champ. Donc, on est vraiment devant un outil professionnel qui est en fait, disons, la version enrichie. Il se positionne comme tel du CGI, donc des outils sur lesquels travaille. Et quand on continue, on se rend compte que c'est effectivement la qualité de l'image qui est en cause, et donc la volonté d'un réalisateur ou d'un chef-op, et donc notamment sur la contrôlabilité de la caméra. Je pense qu'il en parle plus dans l'interview qu'on le voit aujourd'hui dans le site. Mais à terme, c'est je veux tel plan, pas un plan approximatif qui m'est proposé par OpenAI ou par je sais pas qui. Donc là, il y a toute leur vision qui est détaillée. Et puis, ce qui est très important, c'est la qualité de l'équipe. Alors, ils viennent d'où? Puis c'est des gars qui viennent en fait de DeepMind. Donc, c'est des gens, qui ont déjà bénéficié qui ont déjà fait fortune en gros. Parce que DeepMind, ça avait été racheté 500 millions de dollars par Google. Lui, c'est le patron d'un studio physique, Brain Mousser. C'est lui qui est l'associé de Naïm Talukdar. Ils ont d'un côté un studio en dur, et puis de l'autre côté, cette boîte. Et puis on voit qu'il y a du monde. Hein, ils sont pas trois dans un garage, donc c'est bien financé. Ils disent pas, mais je pense qu'ils sont les premiers actionnaires de leur boîte. Pour l'instant, je pense qu'ils font ça pour être repérés par des fonds, ou à terme pour être rachetés par quelqu'un qui aura levé des milliards ou des centaines de milliards et qui aura besoin de gagner. Et je pense qu'ils attaquent en fait directement OpenAI ou VO2, c'est-à-dire qu'ils se posent comme l'alternative. Donc ils veulent pas être le runway, ils veulent être en tant que tel une destination. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, là, on est en face d'un outil qui est un outil professionnel, qui aura un gros marché, qui tape la pub, le cinéma, et puis l'animation. Et donc, ils vont forcément travailler avec les grands studios. Ils sont à Hollywood, voilà. Donc, c'est Moi, vraiment ça m'inspire trois réflexions. La première, c'est que plus généralement, en dehors du cinéma, on voit bien que l'IA générative peine à être adoptée vraiment concrètement et globalement dans les entreprises. Hein. On nous a vendu du rêve, les boîtes de consulting étaient sur leurs ergots, mais ça a commencé en 2022. En 2025, on n'a toujours pas des entreprises AI-centriques. Et pourquoi? Parce que y a des processus métiers et que les gens sont habitués à des interfaces métiers et à des méthodes métiers. Et l'IA générale nécessite trop de problèmes d'intégration et coûte cher.
et n'est pas toujours proche du métier. Donc, on voit bien que dans la relation client, c'est pareil, dans la reconnaissance visuelle, c'est pareil. Il y a des spécialistes du secteur qui utilisent ce que l'IA générative a déjà avancé pour faire quelque chose qui est adapté au métier. Donc, je pense que le métier du cinéma n'y échappera pas. Je pense que là où ils sont forts, c'est qu'il faut des gens de talent qui comprennent l'IA, mais qui comprennent les créateurs, qui comprennent les gens qui font les effets spéciaux. Donc, il faut beaucoup de talent. Oui, mais les créateurs, ils réagissent beaucoup à l'effet de hype. Je me rappelle quand il y avait HBO qui arrivait, etc., il y avait cette bataille des talents qui était surtout la masse critique. C'est j'ai tant, je vais investir tant, il y a déjà un tel. Donc, il y a un effet de hype au niveau de la communication qui est assez complexe à maîtriser. Tu as parlé d'outils de droit cliné. Et moi, je pense vraiment que ceux qui font ce pari de cliner tout de suite, à long terme, ils vont gagner. C'est le cas aussi de Adobe sur l'image fixe. Alors aussi parce qu'ils ont une base de photos et que donc ils avaient des photos qui leur appartenaient. Donc là, ça serait intéressant de savoir comment ils se sont procurés les jeux de données qu'ils ont utilisés. Alors, dans l'interview, il en parle. D'abord, c'est pas du tout trivial parce qu'en fait, pour contrôler la qualité, tu l'établis. Moi, je sais que il y a plusieurs acteurs aujourd'hui, rien qu'en France, qui cherchent sur le domaine du documentaire et des documentaires 4K jamais passés sur YouTube, par exemple, pour n'avoir aucun souci. Quand tu construis ce genre de modèle vidéo, il faut déjà avoir de la photo. Et il le dit, quand tu le fais en haute def, en basse def, c'est pas très compliqué en fait. Aujourd'hui, il y a des processus. C'est pour ça qu'il y a plein de modèles de vidéos génératives qui existent et qui sont pas chers, mais qui pourront pas scaler. Mais surtout, il n'est pas aberrant d'aller voir les studios en leur disant, écoutez, construisons une IA vertueuse, donc fournissez-nous vos jeux de données, et comme vous aurez une rémunération derrière, vous y gagnez de rentrer tout de suite là-dedans. Voilà, et donc ils vont partager, ils vont soit prendre des droits d'entraînement, et là ils prennent une licence, comme d'ailleurs parfois le fait OpenAI avec la presse, ils achètent les droits du monde, et puis quand ils les utilisent, ils ont déjà anticipé un joli revenu et ils l'ont déjà payé. Donc, premièrement. Deuxièmement. Ou alors, il y a ProRata AI, qui est une interface qui permet de mesurer l'apport de chaque ayant droit, qui mesure en fait l'utilisation du jeu de données. Donc la solution, elle va exister. Ils savent exactement sur quoi ils ont entraîné. Après, ils ne savent pas nécessairement comment c'est utilisé, mais ils savent exactement. On se souvient de l'ancienne CEO de OpenAI qui disait « Ah, je ne crois pas que c'était utilisé sur YouTube ». Bien sûr qu'elle savait parfaitement qu'ils avaient utilisé YouTube, mais elle ne le disait pas pour des raisons de... Oui, mais on n'a pas un outil pour mesurer. Si, vous l'avez. Bien sûr c'est de l'informatique, c'est des data. Ils savent. Ce qu'ils ne savent pas, c'est si, par exemple, ça a inspiré... selon le prompt, il y a un algorithme au milieu. Et à l'intérieur de la boîte, c'est compliqué. Mais en revanche, ils savent ce qu'ils ont mis dedans. Et là où ils sont très intelligents, et parce qu'ils sont pros, c'est de payer par anticipation. Et puis deuxièmement, ils garantissent les droits. D'ailleurs, ce que fait Adobe. Adobe te dit, si jamais tu as un souci, je m'en occuperai. Donc, celui qui va faire une publicité, il risque pas de se faire coincer les doigts dans la porte parce qu'il a utilisé un modèle qui n'était pas clean. Et puis, quand tu travailles avec Disney, le studio, quand tu travailles avec n'importe quel grand studio hollywoodien, ils ont l'habitude. C'est ce qu'ils font dans les effets spéciaux. Donc, tout ça est normalement cleané, puisque sinon, l'IP ne leur appartient pas. Donc, les studios veulent de l'IP. Eux, ils fabriquent l'outil qui va protéger et qui va être licencié. Et puis, ils vont aussi avoir des contrats d'une autre nature, parce que ce n'est pas nécessairement de la sous-traitance, c'est des partenariats. D'ailleurs, sur le site, c'est très clair, ils cherchent des partenaires. Là, dans l'interview qu'il a donnée à Charlie Fink, il dit qu'il cherche, par exemple, beaucoup aujourd'hui en animation. Donc, s'il y a des gens qui ont des catalogues d'animation, on en veut, parce que, évidemment, ça couplé à un moteur de jeux vidéo ou à un moteur d'effets spéciaux, ou un moteur de CGI, ça permet de faire les vrais gains de productivité dont tout le monde parle. Donc, tu respectes le processus métier, comme tu disais. Tu le fais dans un cadre légal. Et donc, tout le monde doit gagner sa vie. Et le studio, il doit gagner du temps, en fait, dans la production. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si cette annonce, elle coïncide avec les difficultés de Technicolor. Et
de se dire, finalement, les processus de travail, la valeur se déplace énormément et voilà. Et finalement, est-ce que les acteurs en place vont réussir à prendre le virage ou est-ce qu'il faut recommencer from scratch parce que le montant des investissements, il est tellement énorme que finalement, une boîte qui a déjà des charges d'exploitation, ça va être difficile pour elle. En tout cas, la concomitance des deux, moi, ça m'interpelle. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Il va y avoir une pression monstrueuse sur les prix, puisque d'une part, ça s'automatise et même ça s'anticipe avec des machines qui font une partie du travail. D'autre part, il faut bien voir que c'était quand même les parties considérables de tous les budgets. Il parle beaucoup dans l'interview de live action. Ça veut dire que quand tu fais des effets spéciaux avec toutes les possibilités de cascade, enfin tout ce qui coûte le plus cher finalement dans un film d'action aujourd'hui, en fait, il y a une partie qui peut être anticipée, complétée. Et lui, il le dit, il n'est pas nécessairement là pour créer. Il est hyper prudent. Il dit, moi, ça me permet, celui qui a fait un film de science-fiction, il va pouvoir en faire plus, parce qu'il va économiser énormément, ou il va pouvoir le faire plus vite. C'est plus ou plus vite, et dans des conditions tout à fait safe. Donc, ça veut dire que celui qui avait prévu un gros budget pour faire des séries, en fait, il peut faire une série encore plus spectaculaire pour le même prix. Excuse-moi, j'ai une question, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui le développement, enfin le déploiement de l'IA pour le cinéma, il n'est pas si important que ça. J'ai pas en souvenir un film qui a utilisé l'IA créative, alors pour résoudre des problèmes de VFX, rajeunir des acteurs, etc. Oui, mais qui a une démarche globale de création IA. Tu es d'accord, ça n'a pas commencé encore vraiment. Non, on les cherche. Il y en a quelques-uns. Il y en a eu un dont je ne me souviens plus du nom. On le retrouvera et on le postera sur le site. Il y en a un qui avait utilisé en intégrant. D'ailleurs, je crois que c'est un des cofondateurs du studio Promise, là, Dave Clark, qui avait fait ça. Donc, ça reste, ça se compte sur les doigts d'une main, et donc, ou de deux mains peut-être. En fait, il y a d'abord un problème juridique. Encore une fois, c'est un problème d'IP. C'est leur vie ou leur mort qui joue. S'ils n'ont plus la propriété industrielle, ils n'ont plus de raison d'être, parce que tout le monde les copie. Donc, ils défendent leurs droits. Donc, ils ont besoin d'avoir des outils qui sont propres. Donc, ça, c'est la première raison, c'est-à-dire que le juridique va bloquer. Et puis, deuxièmement, il y a un problème technique et visuel, et c'est là où la proposition de faire en HD est très importante, parce qu'il dit il y a très très peu de gens qui sont vraiment capables de passer à l'HD. Il dit il y a OpenAI, et il dit il y a Google. D'abord parce qu'ils ont construit des LLM, et que deuxièmement, ils ont déjà maîtrisé tous ces processus il y a longtemps. Pour eux, peut-être passer à la vitesse supérieure, c'est jouable. Et puis le troisième problème, qui est en fait un bloquant pour celui qui voudrait faire de la HD, c'est qu'il faut avoir commencé dès le début à avoir déjà des éléments en HD et à nourrir tout ton système en HD, ce qu'ils ont fait. Et puis, après, il explique qu'ils ont développé un écosystème. Ils sont en train de faire les logiciels. Donc, en fait, là, on voit le lancement du premier étage de la fusée, et puis ils vont lancer autour le reste. Et à ce moment-là, en revanche, une fois que la machine sera lancée, effectivement, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit nécessairement dans les films que ça se joue en premier, mais peut-être plutôt dans les séries courtes, dans les publicités. Parce que tout ce qui passe dans les grands écrans au cinéma, tout ce qui se passe en 4K, tout d'un coup va devenir maîtrisable. Et donc, je crois qu'effectivement, ça va provoquer une réaction de OpenAI, de Sora, et probablement de VO2. Et puis, il y a un acteur dont on n'entend pas parler, mais qui est pugnace, qui est Amazon, qui a Anthropic, mais qui a aussi le studio, qui vient de racheter le studio, notamment de celui qui fait James Bond. Alors, eux, ils ont payé 8 milliards, mais ils ont toute la chaîne. Hein, pour l'instant, ils aiment bien l'intégration verticale, Amazon. Voilà. Et du coup, eux ont tous les moyens de faire exactement ce que tu décris, d'aller chercher Autant emporte le vent, je ne sais plus quels sont les films qui sont dans leur catalogue, ou de James Bond, et de nourrir directement leur modèle. Donc, ils ont toute la chaîne. Pour l'instant, ils sont actionnaires d'Anthropic. Je ne pense pas qu'ils le contrôlent, mais si demain ils l'intègrent, évidemment, ils feront un concurrent. Surtout que là, pour le coup, c'est un marché. On sait exactement combien de milliards sont consacrés aux effets spéciaux et au CGI dans la production cinéma. C'est en général, après les acteurs, c'est le premier budget. Parfois, c'est le premier budget avant les acteurs. Donc, il n'y a pas du tout de... Enfin, c'est vraiment, je trouve là,
on boxe pas dans la même catégorie, quoi. Tu m'amènes une transition rêvée pour parler de Pokémon Go. L'American Niantic a donc cédé le jeu Pokémon Go, donc qui est un jeu qui est basé sur la réalité augmentée, donc le fait de marcher, se déplacer, être dans le réel avec le jeu. Donc Niantic a 3 jeux, a toujours eu du mal en fait à créer le même succès que Pokémon Go sur d'autres concepts, mais il y a quand même deux jeux, un qui est basé sur planter, on se promène et on plante des fleurs, et un autre qui est basé sur des combats de monstres dans le réel. Il y a aussi Monopoly qui a été muté en Monopoly Go, où justement on peut faire des transactions dans la vie réelle. Donc cet ensemble, il a été vendu 3,850 milliards de dollars à Scopely. Scopely, c'est une boîte qui a été rachetée par Savvy Group l'an dernier ou en 2023, je crois. Donc Savvy Group, c'est quoi? Savvy Group, c'est un fonds qui investit des participations minoritaires ou majoritaires dans le domaine du gaming et de l'e-sport. Alors Tout ce qu'on notamment, voit, ce sont les licences en fait qu'a Scopely. Oui, tout à fait. Alors, ils ont des licences éprouvées et puis pas trop sulfureuses en termes de format, de personnages, de caractère politique ou sexuel. Donc, c'est des choses assez familiales, quoi. Ils ont Marvel, ils ont Scrabble. Enfin, ils ont des très très grosses marques. Ouais. Et donc Scopely a été acheté récemment, et Savvy a aussi 10% d'Electronic Arts, a aussi 8% de Nintendo. Donc ils prennent vraiment des positions. En fait, ils s'inspirent de Tencent, le chinois Tencent, qui a quand même des participations qui ont cessé de grandir dans League of Legends, dans Fortnite, etc. Dans Ubisoft aussi, je crois. Ouais, qui ont vraiment une position hyper forte. Bon, voilà, les pays du gaming, on sait, c'est le Japon, c'est la Chine, c'est les États-Unis, dans une certaine mesure le Canada. Mais l'Arabie Saoudite veut être un acteur extrêmement ambitieux. Alors, le leader, hein, je crois. Ils veulent être leader. Exactement, parce que Savvy Group, finalement, Savvy Games Group, c'est une filiale du fonds souverain saoudien, donc dont les membres sont les membres de la famille princière. Hein, donc on est direct dans la stratégie qui s'appelle Vision 2030, qui est la roadmap de développement de l'Arabie Saoudite. Et donc ce fonds, en fait, il a comme objectif d'investir 38 milliards de dollars d'ici 2030, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, ils ont dépensé 4,9 avec Scopely, puis là 3,85. Donc ils en ont encore sous le pied, si on peut dire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le monde capitalistique de 2025, il faut voir grand, quoi. Il ne faut pas dire je fais des quick steps, j'y vais doucement, progressivement, machin. Eux, ils arrivent en disant on a un objectif de long terme, d'aider les studios à se développer à 7 à 10 ans. On n'est pas pressé, on a du capital, donc allez-y. Et dans un secteur où vraiment il y a une pression énorme et qu'un échec, ça joue la vie d'un studio, bah, c'est important. Et alors, c'est une ambition nationale qui se base sur 3 piliers. Le premier, c'est prendre ses participations et créer de la richesse et être un acteur global et l'un des leaders dans le domaine des studios à envergure internationale. Ils veulent installer des studios là-bas? Ils veulent installer des studios. Alors, oui, le deuxième pilier, c'est vraiment. Alors, là où ils ont des participations, ils vont rester où ils sont, avec leur culture maison, etc. Après, il y a l'idée qu'on peut créer une industrie locale du jeu et de l'e-sport en Arabie Saoudite. Il y a presque 90% des gens qui ont moins de 35 ans. Il y a 67% il y a 23 millions de joueurs, quoi. Donc, 67% des Saoudiens jouent, mais y compris les femmes. Donc, il y a une culture du gaming et du divertissement qui va avec tout le développement de l'entertainment, du tourisme, du sport. Donc, il y a un vrai sens à développer une industrie locale. Et enfin, il y a l'e-sport qui représente quand même un investissement super important parce que c'est un marché qui est encore émergent. Donc, notamment, ils ont racheté le leader depuis 2000 de l'e-sport qui s'appelle ESL.
et ils ont racheté une boîte qui fait des technologies et des services pour organiser des événements d'e-sport qui s'appelle Vindex. Donc, En Arabie là-dessus, Saoudite ou dans le monde, faire une espèce de tournée mondiale ou... Ça alors, aussi. leur but, c'est de créer des événements en Arabie Saoudite et ils accueillent notamment la Coupe du Monde de l'e-sport, donc qui réunit en fait 22 championnats sur 8 semaines. C'est pour ça que ça s'appelle Games 8. Et donc, c'est la grande fête, le super divertissement avec une diffusion live très large, mais aussi une dotation de 60 millions de dollars qui attire aussi les équipes internationales. Oui, Il oui, faut c'est une savoir ligue, aussi quoi. que C'est une ligue de ouais, il y a e-sport. aussi des liens avec le sport traditionnel, hein, puisque notamment ils ont un contrat avec Cristiano Ronaldo, ils ont acheté le club de Newcastle et le champion du monde d'e-sport EA Sports est saoudien. Donc D'accord. la boucle est bouclée, c'est à la fois créer des événements dans la vie réelle, créer des licences et des formats et créer aussi une industrie locale. Donc avec ça, ils ont comme ambition de créer 250 compagnies dans ce secteur en Arabie Saoudite et de créer 39 000 emplois d'ici 2030 et de dépasser les 13 milliards de PIB supplémentaires grâce à cette activité. Donc c'est vraiment une ambition économique et de soft power hyper importante pour l'Arabie Ouais, Saoudite. bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça apporte Pokémon Go? Ben, ça apporte déjà un jeu qui n'est pas décrié, qui n'est pas un jeu de guerre, Oui, c'est qui est un familial, jeu c'est familial. qui fait marcher, qui fait sortir. Donc, ils ont tout un discours que c'est du games for good, un peu du gaming for good. Faut rappeler un peu ce Et que c'était parce que tout le monde a dû jouer à Pokémon. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué. voilà, faut chercher des créatures dans la vie, Ah, c'est ça. dans la vie Avec le réelle. téléphone, hein. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment les premiers qui ont utilisé la fonction, réellement la fonction de mobilité pour les jeux Ouais. sur mobile. Hein, parce que bah, voilà, il y a une connexion avec le monde réel et ça, c'est super efficace. Alors après, il y a tout le gameplay, toute la scénarisation qui fait que Pokémon n'a pas réussi à écrémer, à dupliquer vraiment sur d'autres formats. Mais Pokémon Go reste un jeu qui est pas mal joué. Hein, il y a 100 millions de joueurs qui jouent au moins une fois dans l'année et 20 millions qui jouent toutes les semaines. Donc c'est Aujourd'hui, il y a comme encore 20 millions de gens qui jouent avec Pokémon Go ouais. Et dans dans le monde entier. 190 pays. Donc vraiment dans le monde Ah oui, entier. ah oui, oui, Donc, c'est une grosse donc licence en fait. ça reste une grosse licence qui produit aussi beaucoup de data. Donc Ah ça, oui. c'est intéressant, on y reviendra. Mais donc, le but, c'est vraiment de la relancer et de l'internationaliser et de continuer à creuser le sillon de la réalité augmentée qui, de toute manière, dans les usages, se développe, y compris pour d'autres services comme Bien les sûr, sièges virtuels, etc. bien Donc, sûr. plus on promeut à travers différents devices la réalité augmentée, et mieux c'est. Et Pokémon Go, c'est aussi de l'événementiel avec Pokémon Go Fest, qui D'accord. réunit plus de monde que Coachella, La Ah bon? Mais Palooza, c'est où Tomorrowland réunis. mais c'est où Ça change, sachant... ça Ah change, d'accord, ok. ça change. Mais en tout cas, c'est aussi des très gros rassemblements présentiels. Donc, Ouais. par rapport à ce que veut faire l'Arabie Saoudite, c'est génial, quoi. Ouais, C'est ouais, ouais. familial, il y a pas de risque, il y a un discours, enfin, ça coche toutes les cases. Donc cette acquisition, elle s'est faite à un prix tout à fait raisonnable, mais qui sert vraiment cette stratégie. Et surtout, dans Niantic, il y a une petite filiale qui est intéressante et qui interpelle, qui s'appelle Niantic Spatial, donc qui, elle, a Mhm. été valorisée 250 millions d'euros dans le package. Cette société, en fait, fait de l'IA géospatiale. Alors, qu'est-ce que Ah. c'est l'IA géospatiale? Oui, je te pose la C'est la cap- question. alors, je vais vous dire ce que j'en ai compris. Ouais, C'est la capacité pour une machine, et non ouais, pas un individu, de comprendre l'espace qui l'entoure. C'est-à-dire, par d'accord. exemple, quand tu vois ce crayon comme ça, Ouais, tu n'es pas capable, si tu es une machine, d'interpoler tout le reste du volume. Et ok. ça, c'est ce que va faire cette IO géospatiale. C'est-à-dire, à partir d'une vision partielle d'un objet ou d'un endroit ou d'un lieu, l'intelligence, donc le robot par exemple, ou le drone que tu vas utiliser, va
comprendre la taille de l'objet, sa situation, sa forme, etc. Donc, les débouchés de ça, c'est la logistique, c'est le militaire, c'est l'intelligence locale. Donc, c'est un monde en soi. Sur Donc, les drones, ça doit être un outil extraordinaire, parce que d'en haut, tu vois tout ce qui se passe, tu identifies, tu comprends et ce qui se passe en dessous. tu peux simuler des objets qui ont bougé, des objets dynamiques. Hein, c'est-à-dire que le GPS, c'est statique, hein, c'est la dernière fois que la voiture est passée. Là, tu peux vraiment, le robot peut interpoler, faire l'interpolation de ce qu'il voit partiellement. Donc, autrement dit, un marché énorme. Alors, se dire que finalement, les données de Pokémon Go, elles servent à alimenter ce type de modèle, c'est assez vertigineux. Mais quand tu as 20 millions de personnes qui sont dans la vie réelle et captent des vues de là où ils sont, eh ben, ça vient nourrir ce modèle d'entraînement. Et donc là, ça vient cocher une autre case de l'Arabie Saoudite, c'est son ambition dans l'IA, puisqu'elle a annoncé qu'elle allait dépenser 40 milliards de dollars, donc un peu plus que le gaming. Donc, c'est un peu cocher les deux cases. Et en tout cas, ça montre que vraiment ces stratégies nationales, y compris de ces nouvelles puissances qui font les années 20 et le 21e siècle, c'est cette idée de décloisonnement, cette idée d'expression de la puissance capitalistique. Et finalement, à travers des jeux de la vie quotidienne, de venir servir des ambitions qui sont vraiment des ambitions de pouvoir. Et c'est d'ailleurs très intéressant, puisque à côté de ça, ils ont une stratégie culturelle, hein, Neom et tous ces trucs-là, plus Alula. En France, on parle tout le temps de Alula parce qu'il y a une coopération qui existe. Mais en réalité, c'est l'entertainment, la culture, et puis je pense aussi du soft power. Hein. À un moment donné, c'est des pays extraordinairement jeunes. MBS, je crois qu'il n'a même pas 40 ans, hein, le prince, qui est le prince qui va succéder prochainement, qui va accéder au pouvoir. Et puis, ils ont une volonté de saisir l'IA, puisqu'ils savent que finalement, le pétrole ne va pas durer. Hein. Tous ces fonds souverains, c'est un peu comme celui dont on parlait, le fonds souverain norvégien, tous ces fonds souverains ont une obsession, c'est de préparer l'avenir et les occupations et le développement économique quand il n'y aura plus de pétrole, quand il n'y aura plus de matières premières, hein, quand il n'y aura plus comment dire, de manne pétrolière et des milliards qu'elle a permis d'accumuler, il va bien falloir trouver à ces populations jeunes des nouveaux métiers et des nouvelles activités. Donc ça va avec le loisir, ça va avec la culture, ça va avec la tech, et puis ils investissent avec aussi énormément. l'immobilier même, puisqu'ils vont créer une ville dans laquelle il y a un quartier entièrement dédié au gaming à 45 minutes de Riyad. Donc, c'est aussi de l'investissement immobilier. Et comme on parlait sur Moon Valley, il y a aussi la bataille pour les talents. Donc, le dirigeant de Navi, c'est un ancien d'Activision, d'Electronic Arts, vraiment un vieux routard qui en plus est un mec qui vient du légal, donc et des publics affaires, parce que c'est quand même de la politique. Donc c'est assez impressionnant de voir la vitesse et la méthode avec laquelle ils développent ça, quoi. Il y a un élément aussi d'émulation, hein, presque géopolitique. Hein. Ils ont tous été sidérés par le développement de Dubaï et tous sont inspirés d'une stratégie entertainment, touristique, culturelle, pour créer des espèces de hubs et de se désenclaver, hein, puisqu'ils ont la chance quelque part d'avoir énormément de moyens et de pouvoir investir. Bah, quand on voit, c'est le Golfe qui a investi 40 ou 50 milliards sur l'IA en France. Hein, parce qu'ils savent qu'on a déjà l'énergie avec le pétrole, avec le nucléaire, et qu'elle est décarbonée. Donc, il vaut mieux investir en France. Et de toute façon, il y a un savoir-faire. Il y a une question en fait qui est aussi sous-jacente, c'est la question de l'énergie. C'est de savoir sur quelle base tu vas pouvoir faire tout ça. C'est comme disent les anglo-saxons, c'est un éléphant dans la pièce. Mais la question, c'est la question du nucléaire. Donc, quel nucléaire va permettre de soutenir toutes ces machines? Mais c'est passionnant. Et en plus, c'est amusant parce qu'on n'y pense pas quand tu parles au début de Pokémon. On ne voit pas tellement pourquoi l'Arabie Saoudite se lance là-dedans. Et en fait, là, et puis, il ne faut pas oublier, ils ont la Coupe du Monde aussi qui va arriver. Donc, ils vont avoir, je pense, un grand moment de reconnaissance. Je pense qu'ils ont pensé tout ce plan. Bon, puis après, comme ils ont 38 milliards, il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Ils n'en ont dépensé que 10 là. Le capital, c'est tout. Ouais. C'est clair.
Bon, écoute, c'est un bon sujet, et puis ça peut nous réconcilier avec, je dirais, la tech et la strat, c'est tant mieux. Le Donc, si petit vous cherchez sujet, de l'argent dans les industries créatives, ah voilà, pensez à l'Arabie Saoudite, bah oui, si ça vous dit, si ça vous tente, hein, parce oui, que ben, en on peut fait, aussi penser aux limites que ça peut poser au niveau créatif bah, et c'est clair. politique. Hein. Alors moi, le Mm. sujet dont j'ai envie de parler, c'est vraiment ce scandale qui a eu lieu, cette polémique qui a eu lieu à propos de l'usage de Grok par la France insoumise. D'abord, il a fallu qu'on comprenne comment ils avaient fait cette image, qui est polémique. Et il y a donc un député de la France insoumise qui l'a annoncé, je crois que c'était sur France 5. On peut regarder l'extrait. Visuel, nous l'avons supprimé il y a 3 jours maintenant, après qu'il soit resté quelques instants en ligne. Si nous l'avons supprimé, c'est parce qu'il a été produit dans des conditions qui ne correspondent pas à celles qui conduisent à ce que nous publions ces visuels. Il a été produit en recourant à l'intelligence artificielle, au logiciel Grok, celui d'Elon Musk. Et dès lors, cette image a conduit certains à faire des associations avec des caricatures, des images antisémites, et donc ce visuel n'aurait pas dû être C'est la faute publié. de l'intelligence artificielle. C'est une erreur que d'avoir utilisé cet outil. C'est une règle que nous nous sommes fixés de ne jamais y recourir. Il y a eu là un usage de cette intelligence artificielle. Donc, ce visuel n'aurait pas dû être publié. Et je veux dire à nos téléspectateurs que nous avons pris des mesures, d'ores et déjà, pour ne pas nous trouver dans une situation semblable. Et surtout, je veux dire que la France insoumise n'a jamais visé et ne visera jamais une personne en raison de son appartenance religieuse ou de son origine supposée. Si... Alors, là, c'est vraiment le cœur du... Bon, il rame, hein, le cœur de l'histoire qu'on avait souligné avec Grok. C'est qu'à partir du moment où on fait une intelligence artificielle qui n'a pas de garde-fou, elle peut être utilisée par des gens qui ont des intentions. On avait montré... je ne sais pas si vous vous souvenez, un petit sujet qui montrait quelqu'un qui manifestement cherchait le scandale. Avec gourmandise même. Avec gourmandise, ça s'entendait dans le commentaire. On peut écouter ce qu'il raconte. Il est en train d'imprimer, enfin de downloader une image. Ah, là, ça marche. Ah, Sébastien Delogu, il n'arrive pas à le faire. Hein. Il y a un problème avec Sébastien Delogu. Voilà, on n'arrive pas à afficher Sébastien Delogu. Et du coup, bah là, on a Jordan qui serre la main de Jordan. Voilà, c'est dommage. Bon, ça, c'est quelqu'un qui a une intention. Avec Sandrine Rousseau, il n'y a pas de problème. Avec les femmes, en fait. Avec les femmes, il n'y a pas de problème. Voilà. Et avec les hommes, déjà, il y a des problèmes. C'est bizarre. Donc, Jean-Luc Mélenchon, il est plus connu. Montre-moi Jean-Luc Mélenchon serrer la main de Jordan Bardella en souriant. Vraiment, Jean-Luc Mélenchon, il est très connu. Jordan Bardella, il est très connu. Il devrait y avoir assez d'images dans les banques de données pour les afficher. Voilà, il dit, ça dépend des images qui sont dans la banque de données. Et donc, quand on voit comment on fabrique une image sur Grok, et qu'on est un responsable politique, il ne faut pas aller sur Grok, c'est une évidence, parce qu'en fait, elle a été fabriquée sans garde-fou. Et la plupart des IA ne font pas ce genre de trucage, parce que c'est trop risqué, et puis qu'ensuite, c'est faux. Voilà. Et donc, s'amuser à travailler avec une IA qui n'a pas qui n'a pas été construite en respectant des règles, c'est déjà prendre un gros risque. Et parallèlement, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui a nourri, a priori, c'est ce qu'il y a sur Internet, et notamment tout ce qui a été interdit sur Internet. Donc, quand on regarde ces images, et qu'on connaît un peu les images, voilà, c'est les images nazies du cinéma allemand avec des caricatures antisémites. Voilà, ça c'est le juif éternel, le juif sus, c'est des affiches historiques. Elles ont forcément nourri l'entraînement du moteur. Donc, allez s'amuser. Enfin, le prompt, on ne connaît pas le prompt. Qu'est-ce qui a été demandé? Exactement. Et donc, juste de dire c'est les images, bon. Non, mais quelle était l'intention? Exactement. C'est ce que dit d'ailleurs Vanier. Il dit non, on ne devra pas l'utiliser. Mais en fait, ça veut dire, et là-dessus, moi je suis qu'il faut pas rentrer dans cette théorie de on a le droit de dire ce qu'on veut, on a le droit de montrer ce qu'on veut. Il faut dire il y a des limites. Parce qu'en France, l'antisémitisme comme le racisme, c'est un délit. Voilà. Et donc, aller s'amuser avec une IA américaine qui a été entraînée sur des critères américains au nom du free speech,
c'est une erreur. Et là, on a un cas, mais vraiment le doigt dans la confiture, parce que arriver à dire non, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de Elon Musk, parce que son IA, il faut pas l'utiliser. Ouais. Et donc c'est une illustration presque parfaite, presque caricaturale du risque qu'il y a, d'une part, avec des IA qui ne sont pas contrôlées, pas régulées, et ça c'est la loi européenne. Puis ensuite, la responsabilité de chacun des acteurs. C'est vrai pour la presse, c'est vrai pour tous ceux qui jouent avec le vrai et le faux. Puis après, on voit les manipulations qui existent aussi. Donc voilà, c'est là aussi, c'est un sujet léger, un peu énervant parce qu'on l'avait quand même dit. Et après, Léger. voilà, C'est une IA d'opinion, voilà, c'est nouveau. c'est exactement ce qu'il a dit. Voilà. Donc voilà, on est dans ce moment un peu bizarre. Enfin, c'est assez lamentable comme défense, mais bon, bref. Voilà. Alors, quel est ton petit sujet léger? Bon, moi je vous propose quelque chose de reposant, qui nous concerne tous. C'est la problématique de la bataille de l'attention et notamment le fait qu'on ait du mal à écrire et de rester focus quand on écrit un texte, et notamment sur son clavier, que ce soit de desktop ou de mobile. Et donc, je suis tombée dans le magazine Wallpaper sur un article qui recense l'ensemble des interfaces et des designs qui sont proposés sur le marché pour taper un texte, écrire, réfléchir sans être sollicité par les notifications qui peuvent tomber un peu partout, des messageries, etc. Et donc, tout un ensemble de petites interfaces gentiment passéistes parfois, puisque finalement, ça consiste à réinventer la machine à écrire. Donc, en gros, il y a trois types d'interfaces. Il y a des interfaces qui utilisent le mobile ou le clavier qu'on a déjà, mais qui vient l'enchasser dans un dispositif qui permet de couper toutes les notifications. L'autre alternative, c'est des terminaux alternatifs. Donc, par exemple, tout ce qui est autour des liseuses, des tablettes à encre électrique, comme Remarkable. Donc, des choses où on va écrire naturellement, presque comme sur un papier. Et puis après, il y a ce revival de la machine à écrire, tout simplement. Donc Olivetti sort de ce corps. Finalement jouer sur la nostalgie, un peu comme l'effet de retour des platines disques, et finalement de revenir à une façon très physique d'écrire, de taper sur un gros clavier. Donc, pour les boomers que nous sommes, ça nous dit quelque chose, mais pour des générations plus récentes, je suppose que c'est une nouvelle expérience, plus confortable avec des grands claviers. Ouais. Donc voilà, je vous invite à venir faire un petit tour et de nous dire notamment celles qui vous paraissent les plus efficaces pour enfin se focuser sur une réflexion et ne pas faire autre chose en même temps. Ça va être chaud, hein. Il y a une super série en ce moment sur le multitasking, je crois que c'est sur France Inter ou c'est des podcasts. Je pense que nous, on a été fabriqués avec des claviers, donc on est devenu multitask à partir du clavier. Quand je vois les nouvelles générations, je pense que là, on va se jouer sur la voix, en tout cas beaucoup sur la voix. Donc le clavier, et puis en plus, c'est des objets qui deviennent chic maintenant, en fait, pratiquement design, quoi. Je crois qu'ils sont en train de relancer le Palm Pilot aussi, par exemple. Donc, voilà. Donc là, on est naze pourtant. Pourtant, c'était naze. Mais en fait, ça donne le sentiment d'avoir une autre expérience. Quand on réfléchit à des jeunes qui n'ont connu pratiquement que le téléphone mobile et qui vivent avec leur téléphone mobile, finalement, ce truc, c'est intelligent, je trouve, de les ressortir en design. C'est revisité puisque sur la Remington Like, là, il y a un bouton physique pour enlever et remettre le Wi-Fi, quoi, par exemple. Donc, ah oui, carrément. C'est quand même implémenté. Microsoft, ils ont sorti des ordis où il y a marqué tout de suite l'IA. Quand tu appuies leur IA, copilote. Donc effectivement, c'est une manière de remettre En fait, ça donne le pouvoir à celui qui décide. C'est plus les annotations. Mais maintenant, moi, je les bloque, les annotations. Je n'y arrive plus. C'est le monotage by design. Ouais, c'est ça. En quelque sorte. Ouais. Bah, écoute. Voilà, donc si vous avez une petite préférée, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, merci. On va regarder. Ça coûte cher? Ça dépend. Ça dépend. Ouais, quand même. C'est-à-dire les tablettes à encre, moi je trouve ça super chouette, notamment pour dessiner à la main. Mais c'est un objet un peu fragile quand même, mais donc un petit peu cher.
Un petit peu cher. Ouais. Bon, bah, super. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces voyages dans le numérique voilà, et dans l'IA. Et puis, bah, à la semaine prochaine. Hein. À bientôt. À la semaine prochaine. N'hésitez pas à réagir et Oui. à nous dire À nous ce dire. dont vous avez envie qu'on parle. Voilà. Bye bye. Bye.